Cléopâtre. Une reine, une séductrice, une véritable déesse, un personnage devenu légende. Elle était sexuellement attirante, intelligente, puissante. Donc ça a posé problème aux historiens. Dans sa famille, l'inceste et les meurtres étaient monnaie courante. L'histoire de sa famille, c'est une lutte interminable et sanglante pour le pouvoir. Elle a captivé le grand Jules César avant de tomber sous le charme du débauché Marc-Antoine. C'est la plus belle histoire d'amour qui ait jamais existé. Le récit de sa vie éclipse aussi bien les tragédies de Shakespeare que les films hollywoodiens. Elle était prête à tuer, à séduire, à coucher avec n'importe qui du moment que c'était nécessaire. C'était une mère aimante, mais aussi une tueuse féroce, une politicienne impitoyable, une femme dont le charisme était légendaire. Elle avait tout d'une star. Voici l'histoire de la vraie Cléopâtre. Cléopâtre naît au sein de la dynastie régnante en 69 avant Jésus-Christ. Son père, Ptolémée XII, est roi d'Égypte. Il gouverne donc le pays qui a vu s'épanouir la plus brillante civilisation antique. Mais à cette époque, il est en plein déclin, tandis que l'Empire romain ne cesse de progresser. L'Égypte a besoin d'un dirigeant énergique qui puisse l'aider à retrouver sa gloire passée. Le pharaon destine sa jeune fille à assumer ce rôle. Et il va faire le nécessaire pour qu'elle y soit préparée. Cléopâtre a reçu la meilleure éducation que l'on pouvait dispenser dans le monde antique. Elle avait autour d'elle des philosophes qui étudiaient la médecine, le cosmos, qui calculaient la circonférence de la Terre. Elle a été formée à devenir reine. Elle était exceptionnellement intelligente et son père l'avait très bien éduquée. Pendant sa jeunesse, on lui a enseigné les mathématiques, la philosophie, l'astronomie. C'était une scientifique, elle écrivait de la poésie. Elle était pleine de ressources. On lui a appris à penser qu'elle était faite pour diriger l'Égypte. Cependant, cette enfance privilégiée se déroule dans un cadre qui est loin d'être idyllique. Cléopâtre est issue d'une dynastie qui a derrière elle une longue histoire jalonnée de meurtres et de trahisons, les Lagides ou Ptolémées. Même si on garde en tête les normes de l'époque, on a l'impression de regarder une série télé. L'illustre famille conserve le trône depuis 3 siècles sans hésiter à se débarrasser de ses rivaux. Le sang qui coule, la violence, les intrigues, les complots, les machinations, les crimes dans des couloirs sombres. C'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de faire les choses. Pour eux, l'assassinat est un moyen légitime d'arriver à ses fins. Et la loyauté n'est pas un devoir, même envers les membres de sa famille. La plupart des Ptolémées sont morts de façon violente. Et le responsable était presque toujours un autre Ptolémée. Ils étaient capables de tuer leur propre père, leur propre mère, leurs propres frères et sœurs, leurs enfants dans certains cas. Il y a eu des décapitations, des exécutions, des empoisonnements discrets, de simples coups de poignard dans le dos. Parmi ces nombreuses victimes, on trouve la sœur de Cléopâtre, laquelle avait tenté de prendre le pouvoir à son père. La vengeance du pharaon sera rapide et implacable. Ça devait être absolument terrifiant de grandir au sein de la dynastie Lagide. Ils devaient passer leur temps à se demander si leur frère, leur sœur ou leur père n'étaient pas sur le point de les supprimer.
Si vous n'étiez pas sur le trône et si vous n'aviez pas éliminé tous les autres, vous aviez de grandes chances de vous faire tuer par le roi. Il devait se sentir très seul dans cette famille. La jeune Cléopâtre est parfaitement consciente de ce lourd héritage. Mais parmi les siens, il y a encore bien plus étrange comme tradition. Pour se donner des héritiers, les Lagides pratiquent l'inceste depuis plusieurs siècles. L'idée, c'était de conserver la pureté de la lignée. Ils préféraient tout faire entre eux, à un degré qui nous semble aujourd'hui tout à fait inapproprié. Ils ont donc décrété que les membres de la famille devraient se marier entre eux, puis faire des enfants. On a des hommes qui ont épousé leurs sœurs, d'autres leur mère. C'est très dérangeant pour nous. Mais c'est comme ça qu'ils vivaient. Les tombes royales d'Alexandrie commémorent ces 300 ans de règne violent et incestueux. Mais l'Égypte du 1er siècle avant Jésus-Christ n'est plus la grande puissance qu'elle était autrefois. Et l'existence même des Lagides est menacée. L'avenir du pays, de la dynastie et même de Cléopâtre dépend entièrement d'un empire étranger. Rome. C'est un monde qui est dominé par la République romaine. C'est une superpuissance. La future reine a pu constater par elle-même à quel point leur domination était écrasante. Alors qu'elle est âgée d'un peu plus de 10 ans, son père se fait évincer du pouvoir par plusieurs membres de sa famille. Prêt à tout pour reprendre le trône, il part en compagnie de sa jeune fille supplier les Romains de lui donner l'argent dont il a besoin. Elle a peut-être vu son père, le grand roi, le roi des rois, se rabaisser devant des sénateurs romains. Il a dû ramper devant eux, les corrompre, essayer de les flatter pour retrouver sa place. Je me demande si ça a eu un impact sur elle. D'un côté, on lui a dit qu'elle était en partie l'héritière d'une culture et d'une histoire extraordinaire, et qu'ils étaient capables de grandes choses. Mais de l'autre, elle voyait bien que c'était ces maudits Romains qui tenaient les rênes. Le souvenir d'une grandeur qui s'efface, une famille incestueuse, des morts atroces. Voilà l'enfance à laquelle Cléopâtre a survécu. Mais tout va changer pour elle à partir de ses 16 ans. Grâce à l'argent des Romains, son père a pu reprendre le pouvoir. En 52 avant Jésus-Christ, il couronne sa propre fille à ses côtés. Pour une fois, la tradition ne sera pas respectée. Leur relation sera purement platonique. Mais comme tous les Lagides, Cléopâtre se rendra compte que son statut de reine ne la rend pas invulnérable. C'est le sentiment qui a dominé toute sa vie, la peur. Elle avait peur qu'un membre de sa famille lui inflige une mort brutale et violente. Le danger sera désormais omniprésent. Elle vivra constamment sous la menace des armes, des conspirations et des rébellions de sa famille. Durant cette période tourmentée, c'est cette fois-ci Cléopâtre qui se tournera vers les Romains pour survivre. Et c'est ainsi qu'elle séduira le plus puissant d'entre eux, Jules César. En 52 avant Jésus-Christ,
Cléopâtre accomplit sa destinée et commence à régner sur l'Égypte en compagnie de son père. Mais celui-ci mourra moins d'1 an plus tard. La jeune reine devra mener un combat acharné pour conserver le pouvoir et rester en vie. Elle aura pour rival celui avec qui elle partage désormais le trône, son frère de 10 ans, Ptolémée XIII, qui malgré son âge est considéré comme l'égal de sa sœur. Elle est obligée de gouverner avec son petit frère, ce qui est une terrible humiliation. C'est une adolescente indocile alors que lui, c'est encore un enfant. Comme la plupart de leurs ancêtres, Cléopâtre et Ptolémée ne tardent pas à se transformer en ennemis mortels. Selon la souveraine, personne ne peut diriger l'Égypte mieux qu'elle. Malheureusement, son frère pense la même chose. Dans le conflit qui va les opposer, chacun mettra sa propre vie en jeu. Quand le pouvoir est aux mains de plusieurs personnes, il est toujours possible que l'une d'entre elles décide de se débarrasser de son concurrent pour régner seule. Le frère de Cléopâtre n'est encore qu'un garçon, mais il est entouré de conseillers ambitieux et opportunistes. Une fois assurés du soutien de la cour et de l'armée, ceux-ci vont commencer à planifier la chute de la jeune reine. On lui a appris que faire partie de la dynastie Lagide, c'était être au-dessus des autres, et elle connaissait l'histoire de sa famille. Et l'histoire de sa famille, c'est une lutte interminable et sanglante pour le pouvoir. Elle sait qu'elle est supérieure, mais aussi qu'elle ne sera jamais en sécurité. Au palais royal, l'entourage de Ptolémée devient chaque jour plus influent. Chaque coin sombre peut cacher un meurtrier. Chaque repas pourrait être empoisonné. La menace est si palpable que Cléopâtre finit par se dire qu'elle n'aura pas un moment de répit tant que son frère sera encore en vie. Il y a une rivalité très claire entre Ptolémée et elle. Il ne fait aucun doute que l'un des deux finira par tuer l'autre. La situation est explosive. Pour l'instant, elle n'a qu'une seule solution, s'enfuir du palais et quitter la ville. Elle est désespérée, son frère a pris le dessus. Il ne lui reste plus que 2 solutions, l'exil ou probablement la mort. Son règne est terminé, sa vie aussi. Cléopâtre va rester éloignée durant 1 an, dans l'attente du moment où elle pourra enfin aller reprendre sa couronne. Son histoire aurait pu s'arrêter là, mais le destin en décidera autrement. Les 2 souverains égyptiens vont devenir de simples pions dans un jeu qui les dépasse. Rome s'intéresse à l'Égypte parce que c'est un pays immensément riche et qui possède toutes sortes de ressources extraordinaires. On dit qu'il s'agit du grenier de Rome. Donc, ils cherchent depuis longtemps à l'annexer. Cléopâtre sait à quel point les Romains sont puissants. Quand elle était enfant, elle a vu son père leur demander de l'argent pour récupérer le pouvoir. Si elle veut elle aussi y parvenir, son meilleur espoir est de trouver un moyen de forger une alliance avec eux. Elle faisait face à une tâche difficile. Il fallait qu'elle trouve quelqu'un qui soit assez influent pour pouvoir lui apporter son aide, pour la soutenir. Cette personne, ce sera Jules César. C'est l'homme le plus puissant du monde à cette époque. Il a conquis tous les peuples. Il dispose d'immenses armées qui lui sont entièrement dévouées. Mais c'est Ptolémée, maintenant adolescent, qui sera le premier à le rencontrer. Le général arrive en Égypte alors qu'une guerre civile déchire la République.
On se bat tout autour de la Méditerranée et ça prouve là aussi que c'est une superpuissance. Quand Rome éternue, tout le monde s'enrhume et tout le monde se retrouve impliqué. On ne peut pas rester neutre ou indépendant. Officiellement, Jules César est en Afrique pour traquer son adversaire. Officieusement, il a besoin d'argent pour payer ses soldats. Le père de Cléopâtre devait de grandes sommes à César, ainsi qu'à d'autres Romains, parce qu'il lui avait rendu le pouvoir. Il ne les avait pas remboursés. Le roi et la reine ont hérité des dettes de leur père. Jules César est venu réclamer son dû. Le jeune pharaon tient à lui faire bonne impression. Et il estime avoir le cadeau idéal pour lui prouver sa loyauté. Il a fait décapiter le rival de César afin de pouvoir lui offrir sa tête. Mais son plan va se retourner contre lui de façon spectaculaire. On dit que César a été tellement révulsé qu'il a tourné la tête. Il était choqué et horrifié que des étrangers aient osé tuer l'un des plus grands Romains de son temps. Furieux, le général impose son autorité au monarque et ordonne l'exécution des hommes qui ont commis cette abomination. Cette grave erreur va donner sa chance à la souveraine exilée. Elle va prendre son frère à son propre jeu. Elle va prendre une décision brillante, théâtrale, originale, redoutable. Elle va faire en sorte de se retrouver face à Jules César. Cléopâtre va attendre la nuit pour se glisser à l'intérieur du palais royal et faire la cour à Jules César. Elle a tout misé sur cette démarche. Si elle se fait arrêter, elle sera très probablement mise à mort. Elle joue un jeu très dangereux. C'est une partie de poker qu'elle n'est pas sûre de gagner. Mais c'est une femme intelligente et on a l'impression qu'elle est tout à fait consciente de son charisme irrésistible. Cet épisode est devenu légendaire. Mais le détail le plus connu a certainement été inventé. Cléopâtre n'a pas été introduite dans le palais enroulée dans un tapis. Dès qu'on parle de Cléopâtre, les gens l'imaginent sortir d'un tapis face au grand César. On est presque certain que ça n'est pas arrivé. César n'est pas dans son pays. Il paraît extrêmement improbable qu'un marchand qu'il ne connaissait pas ait pu lui apporter un tapis et qu'il l'ait déroulé sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, c'est sûrement une histoire qui symbolise son arrivée en ville en pleine nuit, sans l'apparat qu'on attendrait d'une reine. Ce qu'on pense aujourd'hui, quand on regarde les mots qui ont été utilisés, c'est qu'on l'avait certainement enveloppé dans une sorte de déshabillé très sensuel. Quelle que soit la vérité, ça a fonctionné. C'était une manœuvre politique absolument géniale. Elle a fait son apparition dans la chambre de César et la suite appartient à l'histoire, comme on dit. Cette rencontre décidera de l'avenir de Cléopâtre et de toute l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Est-ce que César a séduit Cléopâtre ou bien est-ce que c'est l'inverse qui s'est produit? Elle doit avoir 21 ans, alors que lui en a un peu plus de 50. On sait qu'il aime les femmes. Elle, on peut supposer qu'elle est encore vierge. Cependant, elle est largement capable d'exploiter les penchants de cet homme. Jules César est un général d'âge mûr. Il a eu des relations avec des dirigeants des deux sexes. Il a eu des liaisons avec des femmes dont les maris appartenaient à l'élite romaine.
C'était un homme qui variait les plaisirs. Cette nuit-là, Cléopâtre devient la maîtresse de l'homme le plus puissant du monde. On peut trouver étrange qu'elle couche avec ce général de 52 ans, mais il ne faut pas oublier que ce sont des femmes qui couchaient avec leurs frères. Donc elle fait ce qu'elle doit faire. Mais comment a-t-elle pu captiver un commandant aussi expérimenté? De nos jours, sa beauté est souvent évoquée. On dit qu'aucun homme ne pouvait lui résister. Mais le British Museum possède dans ses réserves de quoi remettre en cause cette version. J'ai ici une pièce à l'effigie de Cléopâtre qui a été fabriquée durant les dernières années de sa vie. Donc c'est une représentation d'elle qu'elle avait très probablement approuvée. Pourtant, elle n'est pas à son avantage. Elle a un nez très proéminent. Mais c'était peut-être considéré comme une bonne chose. Un jour, j'ai donné un cours magistral intitulé « Cléopâtre était-elle une belle femme ?» J'ai montré cette diapositive et j'ai dit « Je ne crois pas, mesdames et messieurs. Bonne nuit. » Et j'ai quitté l'estrade. Le mythe de la beauté de Cléopâtre a probablement été créé après sa mort. L'image que nous avons d'elle aujourd'hui est peut-être trompeuse, mais les historiens sont d'accord sur un point. Elle avait une présence éblouissante et pouvait subjuguer par son intelligence. On a des descriptions qui ont été faites par Plutarque et par d'autres. Et selon eux, quand elle ouvrait la bouche et qu'elle commençait à parler, tout le monde se taisait parce qu'il y avait une alchimie. Le simple fait d'entendre ses paroles était un enchantement. La beauté qu'elle possédait, c'était la beauté de l'esprit, l'attrait de la conversation, la capacité d'attirer les regards par ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. Qu'elle ait été séduisante ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle avait une influence sur les gens autour d'elle. C'était une femme de caractère, elle avait ses idées, elle a joué un rôle considérable dans l'histoire. Voilà pourquoi on parle encore d'elle aujourd'hui. Dans l'intimité de cette chambre, c'est uniquement pour Jules César que la reine exilée dévoilera ses charmes. Jamais sexe et politique n'avaient fait aussi bon ménage. Je pense qu'elle a utilisé ses atouts de façon très astucieuse et intelligente. Ils cherchent tous les deux à obtenir une chose l'un de l'autre. Et comme ils sont intelligents, ils devinent que l'autre essaye de le manipuler. En un sens, ça ajoute probablement un peu de piquant à la situation. Parce que ça en fait un jeu. Cléopâtre a atteint son but, mais elle n'est pas pour autant en sécurité. D'ici quelques mois, elle devra se battre pour sauver sa vie, celle de son amant et celle de l'enfant qu'elle attend. Cléopâtre a profité de l'obscurité pour s'introduire dans le palais royal. Et elle a passé la nuit avec l'homme qui a maintenant son destin entre ses mains, Jules César. Le lendemain matin, son frère, le pharaon Ptolémée, découvre ce qui s'est produit. Ses projets ont été déjoués par sa sœur, car c'est elle qui a conclu un pacte avec le général. Elle a réussi à entrer dans le palais, à rencontrer Jules César et peut-être à entrer dans son cœur. Il n'est plus maître de la situation comme il le pensait.
Elle a fait en sorte que César lui soit dévoué en utilisant des moyens inaccessibles pour son frère. Comme il ne sait pas comment gérer ce qui lui arrive, il pique une colère. Il est furieux, il se met à hurler et il quitte le palais en courant, tout en criant qu'on l'a trahi. Jules César va permettre à Cléopâtre de redevenir reine aux côtés de Ptolémée. Son but, et c'est assez intelligent, c'est de leur rappeler la chose suivante, que ce soit bien clair, Rome est ici chez elle, et je suis actuellement le maître de Rome. Si vous traitez avec moi, vous pourrez tous les deux en tirer quelque chose, vous pourrez partager le pouvoir, être riche et respecté. Cela va vite s'avérer une grosse erreur. Le général exige que les deux souverains, leur jeune frère et leur jeune sœur, dînent avec lui au palais royal. Les plats sont délicieux, le mobilier somptueux, mais l'atmosphère est glaciale. C'est une famille profondément dysfonctionnelle. Ils savent qu'au sein de cette dynastie, on ne collabore pas avec les autres. On met des coups de poignard dans le dos. On se débarrasse de ses rivaux. Donc, ils devaient être en train de soigneusement se jauger les uns les autres. Ils essayaient d'anticiper chaque mouvement. Ils se demandaient qui allait quitter cette table avec un avantage sur les autres. Il devait y avoir une tension à couper au couteau dans cette pièce. Ce vernis de civilité cache une réalité brutale. Pour que l'un d'entre eux puisse survivre, les trois autres héritiers doivent mourir. Cette paix fragile ne durera que quelques mois. Le calme apparent va laisser place à une rébellion ouverte menée par les partisans de Ptolémée contre la reine et son amant romain. Même le palais n'est plus un lieu sûr. La sécurité de Cléopâtre dépend entièrement des troupes de Jules César. La reine tire déjà les bénéfices de leur relation. Son influence sur l'homme d'État est indéniable. Elle est extrêmement intelligente, tout comme Jules César. Elle a reçu une bonne éducation, elle est très ambitieuse, rusée, charismatique, et elle a beaucoup de charme. Donc, malgré cette grande différence d'âge, une trentaine d'années, ils ont beaucoup de points communs. Je pense sincèrement qu'ils s'entendaient parfaitement. C'étaient tous les deux de fins politiques. Lui avait une grande science militaire. Et elle avait un rôle financier. Ils jouaient sur tous les tableaux. Le monde leur appartenait, et je pense qu'ils en avaient conscience. Si Cléopâtre a entamé cette liaison pour se protéger et pour assurer l'avenir de l'Égypte, son plan a fonctionné à merveille. César n'était pas du genre à juger les choses à la hâte. Toutes ses décisions étaient calculées. Après avoir eu une conversation sérieuse avec Cléopâtre, il a tranché en sa faveur, non pas parce qu'ils couchaient ensemble, mais parce qu'il savait qu'elle était la plus à même de diriger le pays. Plus aguerries, les troupes romaines infligent une défaite aux hommes de Ptolémée. Elles se placent ainsi officiellement au service de la reine. Le roi adolescent, qui voulait s'arroger tout le pouvoir, tente d'échapper à la colère de sa sœur. Mais il meurt noyé dans le Nil au cours de sa fuite. Quant à la jeune sœur de Cléopâtre, elle est arrêtée et bannie par les soldats de César en raison de sa déloyauté. La tentative de soulèvement du pharaon aura admirablement servi les ambitions de Cléopâtre.
Je suis certaine qu'elle est très fière d'elle à ce stade. Et je pense qu'elle sait déjà dans un coin de sa tête qu'elle va tenter de rebâtir une partie de ce qui faisait la gloire de l'Égypte. Avec la bénédiction de son amant, elle s'assoit sur le trône aux côtés du frère qui lui reste, un garçon inoffensif. À cet instant, plus personne ne conteste son autorité. Et peut-être plus important encore, selon la coutume égyptienne, elle est considérée comme l'épouse de Jules César. Dans leur tradition, on est marié à partir du moment où on vit ensemble. Il n'y a pas de cérémonie, aucun rituel religieux ou légal. Donc c'est un acte politique. Ça n'a rien à voir avec les sentiments ou la sexualité. C'est une chose que l'on fait pour arriver et se maintenir au pouvoir. Mais ce mariage semble revêtir bien plus d'importance aux yeux de Cléopâtre. Jules César lui-même ne semble pas reconnaître ce mariage, et il ne l'aurait jamais été à Rome, parce que les membres du Sénat n'étaient en aucun cas autorisés à épouser une étrangère. Pour eux, il s'est simplement installé chez elle, comme il aurait pu le faire avec n'importe laquelle de ses maîtresses ou des femmes qu'il fréquentait. Quand elle tombe enceinte, la reine pense que les deux plus grandes nations du monde sont désormais indéfectiblement unies. En donnant naissance à l'enfant de César, elle met tout son poids dans la balance pour que Rome et l'Égypte puissent un jour joindre leurs forces. Mais Jules César ne verra pas naître son enfant. Il a déjà quitté l'Égypte pour retourner aux manœuvres politiques de la capitale. Le garçon se prénommera Césarion, soit Petit César. À Rome, certains se demandent s'il s'agit réellement de son fils. Mais le père absent semble avoir approuvé ce nom. Qu'elle l'ait appelé Césarion, c'est absolument capital. Ça montre très clairement qu'elle voulait que le monde entier voie cet enfant comme le fruit de son union avec Jules César. Elle le considère comme l'incarnation de ce rapprochement entre l'Orient et l'Occident. Et il y a quand même une petite chance que son fils prenne un jour le contrôle de Rome, bien sûr. Le sort de Cléopâtre, sa sécurité et en fin de compte, le destin de toute l'Égypte sont intimement liés à cet enfant. Tout le reste du monde connu à cette époque devait être terrifié. D'un côté, on a une civilisation ancienne qui exerce un attrait affectif très fort tout autour d'elle. Et de l'autre, la puissance militaire de Rome, qui est vraiment sur le point d'atteindre son apogée. C'est une association à laquelle Cléopâtre ne peut pas dire non. On en est arrivé au point où deux des plus grandes puissances mondiales vont peut-être ne faire plus qu'une. Cependant, Cléopâtre n'est plus seulement une reine. Elle est aussi une épouse et une mère. Les Égyptiens vouent un culte à leur souverain depuis des millénaires. C'est peut-être pour cette raison que Cléopâtre semble maintenant se prendre pour une divinité. C'est un lieu et une époque qui sont complètement imprégnés de superstitions, de croyances spirituelles, de phénomènes surnaturels. Il y a des dieux, des déesses, des demi-dieux ou des esprits absolument partout. Ce n'est pas une religion qu'ils choisissent. Pour la plupart des Égyptiens de l'Antiquité, c'est la vérité, c'est le monde dans lequel ils vivent. La reine va commencer à se revendiquer comme l'incarnation de l'une des plus importantes figures du panthéon égyptien. Isis. On dit que ce sont les larmes d'Isis qui ont donné naissance au Nil, et c'est aussi elles qui confèrent leur puissance aux hommes sur Terre. Et comme le montre cette petite statue conservée au University College de Londres, l'histoire de la déesse et celle de Cléopâtre vont peu à peu devenir indissociables. Elle a probablement choisi Isis pour plusieurs raisons. La plus évidente, c'est son envie de mettre l'accent sur sa condition de mère divine de Ptolémée César, plus connu sous le nom de Césarion.
Elle veut qu'on la représente non seulement comme une divinité, mais aussi comme la personne qui prend soin du prochain roi d'Égypte, et peut-être même de Rome à ce moment-là. En tant qu'incarnation d'Isis, Cléopâtre est la mère féconde et toute-puissante de la nation. C'est une image qui a de quoi frapper l'imagination de son peuple. C'est difficile à comprendre pour nous parce qu'on voit ça comme une manipulation cynique des croyances populaires. Mais je ne pense pas qu'elle faisait semblant d'être Isis, elle en était persuadée. C'est une manœuvre politique très intelligente. Ça revient à dire « Je suis votre déesse, je suis la manifestation terrestre d'une entité supérieure ». Depuis qu'elle est mère et épouse, Cléopâtre est entrée dans une nouvelle phase de son règne. Mais la vie qui l'attend sera loin d'être paisible. Elle sera marquée par le deuil et de terribles souffrances. Quant à son amant, sa fin sera tragique. En séduisant Jules César, Cléopâtre a apporté de la stabilité à l'Égypte. Son autorité est maintenant suffisamment affirmée pour qu'elle se permette un séjour à Rome avec son fils Césarion. Ce sera l'occasion pour elle de présenter l'héritier à son père. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une réunion familiale. Elle souhaite aussi consolider son alliance avec l'homme d'État. Elle est venue parce que Jules César est en train de préparer sa campagne vers l'Est et qu'il a besoin des ressources de son pays. Elle est aussi probablement là pour s'assurer qu'elle reste la personne la plus indiquée à ses yeux et aux yeux des Romains pour diriger l'Égypte. Cette visite sert leurs intérêts aussi bien politiques que personnels. Mais du point de vue de l'opinion publique, ce sera un désastre. Les ragots, les calomnies, les rumeurs vont très vite devenir de plus en plus malveillants et acerbes. On attend d'une Romaine qu'elle soit très modeste, calme, modérée. Elle ne boit pas, elle ne peut pas vraiment contredire son mari. Cléopâtre est l'exact opposé de cette femme. Elle boit sans se cacher, elle propose de l'alcool à ses invités, elle dit ce qu'elle pense, elle porte des vêtements très courts. Donc, les Romains sont à la fois intrigués et scandalisés par son comportement. À Rome, la situation va devenir de plus en plus intenable, parce que Jules César va lui édifier une statue dans le temple qu'il a fait construire à la gloire de Vénus Génitrix, Vénus la mère. Il ne faut pas oublier qu'à leurs yeux, Cléopâtre est une reine barbare et obscène. Elle vient d'Égypte, ce pays agité qu'on dit rongé par la sensualité, la débauche, tout ce qui est contraire aux valeurs romaines. Cléopâtre est une femme dans un monde où le pouvoir est détenu par des hommes. Et ce monde est une république où le concept de monarchie héréditaire suscite l'horreur et la peur. En tant que souveraine, ce sont les fondations mêmes de la société romaine qu'elle menace. Une reine ne pouvait pas être populaire à Rome parce qu'il n'avait pas de roi. Et l'idée que César puisse le devenir ne leur plaisait pas. Elle représente tout ce qu'ils craignent et désapprouvent. Et ils doivent supporter sa présence. Ces reproches et cette méfiance, Jules César va les attiser en commençant à se comporter en monarque. On entendait toutes sortes de rumeurs à Rome. On disait qu'il avait l'intention de l'épouser et de se faire nommer roi. Rome est une république depuis des siècles. Pour un Romain, il est inimaginable que quelqu'un puisse avoir l'ambition d'établir une royauté. Il n'y avait pas besoin d'être extra-lucide pour comprendre que c'était la suite logique et que ça pouvait être très dangereux.
Mais Cléopâtre est plus heureuse que jamais. Elle a survécu des décennies au sein de l'une des dynasties les plus meurtrières de l'histoire. L'exilée, qui est entrée clandestinement dans le palais royal il y a seulement 4 ans, est maintenant reine d'Égypte. Elle est à la tête d'un pays pacifié et n'a rien à craindre de ses frères et sœurs. Son allié et amant n'a aucun rival à sa mesure. Et elle a donné naissance à un héritier qui est le trait d'union entre les 2 plus grandes nations de la planète. Elle pense qu'elle a gagné. Elle est soutenue par le chef de la République, le maître de Rome. Il l'a confortée dans son pouvoir. C'est un rare moment de répit dans une vie pleine de dangers. Mais cela ne va pas durer. Les Ides de mars de l'an 44 avant Jésus-Christ. Jules César, qui est de plus en plus impopulaire, entre au Sénat. Quelqu'un lui remet une note. Il s'agit d'un avertissement. Mais il décide de ne pas la lire tout de suite. Dans quelques minutes, l'épicentre du pouvoir romain, le cœur de la plus brillante civilisation sur Terre, va plonger dans la sauvagerie. Cléopâtre a perdu son mari, son protecteur et le père de son fils. Elle est en partie responsable de la chute de César, ça ne fait aucun doute. C'est tout son monde qui s'écroule. Il ne lui manquait rien. Elle avait un enfant qui reliait Rome à l'Égypte, elle était protégée. Et soudain, tout ça s'effondre. Et elle sait que si les ennemis de César s'emparent de Rome, elle sera du mauvais côté. Elle va de nouveau plonger de la sécurité à la terreur, l'incertitude. Qui va prendre le contrôle de Rome? Est-ce que cette personne lui sera hostile? Est-ce qu'elle va mourir? Après tout ce qu'elle a dû faire pour être en sécurité, elle est de nouveau menacée et il faut qu'elle reparte de zéro. Mais même en cet instant fatidique, en politicienne avisée et femme aguerrie, Cléopâtre est consciente qu'elle doit prévoir ses prochaines actions. Contrairement à Elizabeth Taylor au cinéma, qui fuit Rome dès qu'elle apprend la nouvelle, Cléopâtre va rester quasiment 1 mois. Elle n'est pas partie tout de suite en emportant ses affaires. Je pense qu'en tant que femme qui avait un grand sens de la politique, elle s'est dit « ma carte maîtresse a été battue, mais peut-être que je devrais rester pour essayer de trouver son remplaçant ». Elle se demande déjà comment faire pour tourner cette perte à son avantage et s'assurer que ça ne mettra pas un terme à ses grandes ambitions. Pour garantir son avenir, pour le bien de son fils et de son pays, la reine va devoir se trouver un nouveau protecteur à Rome. C'est alors qu'entre en scène un homme politique, un général, l'allié le plus fidèle de Jules César, Marc-Antoine. Pour la 2e fois de sa vie, Cléopâtre va devoir user de tous ses talents. Mais ce 2e épisode sera encore plus trouble et sanguinaire. Ce sera la plus belle histoire d'amour, mais aussi la plus sombre tragédie de l'Antiquité. Une tragédie dominée par l'ambition et la passion,
ponctuée de volupté, de trahison, de meurtre et de suicide.